tous. Merci Monsieur Gillot pour cette présentation. Donc, je m'appelle Damien Parot et je suis très heureux d'être à l'IFMK de Lamus. Je ne connaissais pas du tout et c'est très joli. Donc, moi je suis en K5 à l'IFMK de Rouen et aujourd'hui je viens vous présenter mon mémoire qui porte sur l'incontinence urinaire et les pathologies respiratoires, plus précisément en réhabilitation respiratoire. C'est un mémoire que je réalise donc en collaboration avec l'ADIR Association ainsi que le groupe hospitalier du Havre. Donc je les remercie beaucoup pour ce projet de mémoire. Donc le point de départ, donc la réhabilitation respiratoire, juste un petit point, c'est un stage qui comprend un réentraînement à l'effort ainsi que l'éducation thérapeutique du patient dans un cadre de pathologie respiratoire. Et donc le point de départ de cette étude, il vient d'une étudiante qui était en stage à l'ADIR et qui, devant ce stage, s'est dit je vais regarder les recommandations de bonnes pratiques qui existent. Et elle est tombée sur l'article de 2015 de la Cochrane qui stipule que nous n'avons plus besoin de faire d'études pour prouver que la réhabilitation respiratoire marche pour les patients atteints de BPCO. Ça fonctionne. Et donc elle s'est penchée sur cette étude pour savoir les modalités. Et en se penchant sur cette étude, elle est tombée sur des statistiques sur l'adhésion au programme de réhabilitation respiratoire. Et notamment sur cette statistique qui est que la moitié des patients qui viennent pour un programme sont absents à la première session, donc ils ne sont pas là. Et sur tous ceux qui viennent à cette première session, seulement un tiers finissent le programme de réhabilitation respiratoire. Donc c'est très peu de personnes pour des programmes qui ont largement fait leur preuve auprès de la littérature scientifique. Et donc c'est poser les questions de savoir quelles barrières pouvaient avoir ces patients. Et au niveau des barrières qu'elle a retrouvées au niveau de la littérature, on peut avoir un problème de localisation des structures, un problème au niveau du manque de structures qui font de la réhabilitation respiratoire, un problème d'adressage des médecins. Une étude toute récente a montré qu'en France, sur le nombre de patients qui pourraient avoir un stage de réhabilitation respiratoire, seulement 8% sont adressés à un stage de réhabilitation respiratoire par les médecins. Le problème, c'est que toutes ces barrières-là, elles sont en lien avec des facteurs extrinsèques aux patients, mais elles n'expliquent pas pourquoi est-ce que ces patients ne viennent pas d'eux-mêmes à ces programmes lorsqu'on leur présente. Et donc elle s'est intéressée à les facteurs possibles qui pourraient expliquer ce manque d'adhérence. Et elle s'est penchée sur les problèmes d'incontinence urinaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord, l'incontinence urinaire, c'est une perte ou une fuite d'urine involontaire. Et sa prévalence auprès des patients BPCO, elle est très variable selon les études, selon la méthodologie, mais elle est entre 35 et 93%. Donc c'est quand même au moins un tiers des patients, voire presque la quasi-totalité, sachant que plus les patients ont un stade de BPCO grave, plus ils ont de risques d'avoir de l'incontinence urinaire. Et au niveau des facteurs de risque, on est sur une population qui vient en réhabilitation respiratoire, qui a de forts facteurs de risque d'incontinence urinaire, que ce soit la toux chronique, que ce soit l'âge, le déconditionnement, la surmédication, et énormément de facteurs de risque d'incontinence. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi, c'est que l'incontinence urinaire ça a été démontré que ça baisse les performances et l'adhésion à un programme d'exercice. Alors pas forcément la réhabilitation respiratoire, mais un programme d'exercice ou d'activité physique en général. Et donc devant toutes ces données, elle s'est posé la question de savoir l'incontinence urinaire en réhabilitation respiratoire, est-ce que ça ne serait pas un frein à cette réhabilitation? Cependant, il n'y a pas d'études qui montrent cette prévalence, en tout cas, et ce lien entre la barrière de la réhabilitation respiratoire et l'incontinence urinaire. Et donc c'est tout l'objet de cette étude qui est d'évaluer la prévalence de l'incontinence urinaire des patients qui viennent en réhabilitation respiratoire et aussi de voir l'impact que cela pourrait avoir sur leur programme. Donc l'objectif primaire, évaluer la prévalence des symptômes urinaires et aussi les caractériser en fonction de l'incontinence urinaire d'effort, mixte, urgenturie, dysurie. Et l'objectif secondaire est donc d'évaluer l'impact sur le programme de la réhabilitation respiratoire. Pour ça, la méthodologie utilisée, tout d'abord, je vais vous expliquer la population. Donc, pour que ça soit le plus représentatif possible de la population qui vient en réhabilitation respiratoire, les critères sont assez larges. Donc, il faut que ce soit des patients majeurs, ce qui représente la totalité des patients qui viennent en réhabilitation respiratoire, et qu'ils soient éligibles à un programme de réhabilitation respiratoire. Jusqu'ici, rien de très novateur. Au niveau des critères de non-inclusion, on a des antécédents de pathologie ou de chirurgie de prostate,
Ainsi, c'était un critère qui n'était pas là au début de l'étude, mais qui est arrivé cette année, qui est un antécédent de chirurgie d'hystérectomie, puisque ce sont des facteurs trop forts d'incontinence urinaire. Pour la prostate, on est à peu près à 98% de chances d'avoir de l'incontinence urinaire après une chirurgie, et hystérectomie, on est autour des 40%. Donc on a décidé de ne pas inclure ces patients-là. Et l'autre critère de non-inclusion, c'est une contre-indication à la réhabilitation respiratoire, tout simplement. Au niveau de l'exclusion, on exclut les patients qui ne rentrent plus dans l'étude, donc qui ont des critères de non-inclusion, ainsi que le désir du patient de se retirer de l'étude, puisqu'on ne force pas les patients à faire une étude, tout simplement. Pour évaluer cette prévalence, on a utilisé des questionnaires. Le premier questionnaire qui nous a permis de savoir si les patients étaient incontinents ou non, c'est l'International Consultation on Incontinence Questionnaire short form, qui donc permet de savoir la fréquence, la quantité et l'impact de l'incontinence urinaire par le biais de 4 questions. C'est des auto-questionnaires. Ensuite, l'Urinary Symptom Profile, qui permet de caractériser les symptômes en incontinence urinaire d'effort, hyperactivité vésicale, dysurie et aussi incontinence urinaire mixte. Enfin, pour évaluer la réponse à un programme de réhabilitation respiratoire, nous avons utilisé le Saint-Georges Respiratory Questionnaire, qui est un questionnaire de qualité de vie lié aux problèmes respiratoires, ainsi que le Hospital Anxiety and Depression Scale, qui permet de caractériser l'anxiété et la dépression de ces patients. Au niveau du déroulé de l'étude, donc l'inclusion a commencé en 2020. Elle a été menée par une première étudiante, puis une deuxième étudiante, et moi depuis 2022, je participe à l'inclusion de ces patients. Et donc les patients arrivent pour un bilan de début de programme. S'ils sont éligibles à cette étude, on leur fait signer un consentement, on leur donne les questionnaires que je vous ai présentés juste avant. Ils font leur programme de réhabilitation respiratoire, et si jamais ils le finissent, on leur donne les questionnaires de fin, afin de pouvoir voir l'évolution de ces symptômes. Ensuite, on rentre tout ça sur un ICRF qui permet de stocker les données de patients. On extrait les données et on fait des statistiques. Et ensuite, on passe à la partie des résultats. Donc, au niveau des résultats, l'incontinence urinaire des patients qui sont adressés en réhabilitation respiratoire à la première séance, c'est 43%. Donc, presque la moitié des patients qui sont adressés en réhabilitation respiratoire présentent des symptômes d'incontinence urinaire, dont 75% des femmes. Donc c'est un chiffre qui est conséquent. C'est des questions qui sont à poser aux patients. Au niveau du type d'incontinence, on retrouve de l'urgenturie, des problèmes d'incontinence mixte et de l'incontinence urinaire d'effort. À savoir que les patients, un tiers des patients ont rapporté avoir de l'incontinence urinaire lors de la toux. Donc c'est quand même un patient sur 3 qui présente des problèmes d'incontinence à la toux, ce qui est un chiffre vraiment conséquent. Et au niveau de la population, on est sur une population majoritairement atteinte de BPCO, soit c'est le motif pour lequel ils ont été adressés en réhabilitation respiratoire, soit c'était des antécédents. Et une majorité aussi de patients étaient là pour des problèmes préopératoires, majoritairement liés à des cancers. Alors, ces données sont à relativiser, bien sûr, notamment au niveau de l'instrument de mesure, puisque ce sont des auto-questionnaires. Or, il a été montré que pour évaluer cette prévalence, il est plus préférable d'utiliser un critère objectif et subjectif, notamment objectif avec un pas de test. Cependant, ça n'a pas pu être réalisé pour cette étude, puisqu'il y avait 341 patients, donc c'était un peu trop conséquent pour pouvoir le réaliser. Donc, est-ce que c'est un biais ou une sous-estimation puisqu'en effet, c'est uniquement les problèmes d'incontinence qui ont été rapportés par les patients. Or, peut-être que des patients n'ont pas conscience qu'ils souffrent d'incontinence urinaire. Et donc, peut-être que ce chiffre de 42,8% est un chiffre qui est sous-estimé. Au niveau de l'impact clinique, l'incontinence urinaire chez les patients qui ont des problèmes respiratoires, il a été montré que ça altère leur qualité de vie, que c'est un frein au désencombrement bronchique, que ça a des impacts négatifs sur l'activité physique, sur la vie sociale, sur la vie intime, plus que pour des patients qui ont juste des problèmes respiratoires, que ce sont des patients qui sont à plus fort risque de chute, à plus fort risque de fracture, qui ont plus de détresse psychologique. Et le problème, c'est pourquoi est-ce que les patients n'en parlent pas lors des séances ? De la part du patient, il y a plusieurs raisons pour ça, et de la part du patient, c'est souvent un embarras, un inconfort, un tabou.
Il y a aussi la publicité qui est liée uniquement aux problèmes, aux solutions palliatives, donc les couches, mais peu de publicité qui redirige vers un praticien qui serait spécialisé dans ce domaine-là. Ou alors les problèmes respiratoires qui sont priorisés par rapport à ces problèmes urinaires. De la part du soignant, on a aussi l'inconfort, le manque de temps parfois, la méconnaissance de ces problèmes urinaires, de ce facteur de risque très fort chez ces patients respiratoires, ou encore une fois, le problème respiratoire qui est priorisé. Au niveau du cadre de la prise en soin, on a aussi d'autres personnes qui peuvent être présentes dans la pièce, et c'est pas toujours facile de parler de ces sujets-là lorsqu'il y a d'autres personnes à côté. Et pour beaucoup, ils rapportent ne pas savoir vers qui se tourner lorsqu'ils ont de l'incontinence urinaire, vers leur médecin, vers leur kiné, vers leur spécialiste. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions ? Aujourd'hui, on n'a pas de guidelines sur la prise en soin des patients incontinents avec des problèmes respiratoires. Donc ce qui ressort beaucoup dans la littérature, c'est d'en parler énormément avec eux. Si jamais ils vous en parlent, de prendre le temps d'en parler avec eux, de les rediriger si vous ne vous sentez pas compétent. C'est pas grave de ne pas se sentir compétent, mais vous pouvez rediriger vers des spécialistes. Donc, mais même devant toute personne qui présente des problèmes respiratoires, vous pouvez leur parler de problèmes d'incontinence, au moins poser la question, mettre des affiches dans la salle d'attente de votre cabinet, et si vous le sentez, de les prendre en soin pour ces problèmes-là. Il faut les aider à conscientiser, et il faut aussi les rediriger vers des professionnels compétents. Et même pour des personnes qui n'ont pas de problème respiratoire, la prévalence, elle est autour de 25% dans la population générale d'incontinence urinaire. Donc je vous invite grandement à rediriger ces personnes, puisque cela pourrait être aidé par des professionnels spécialisés en incontinence. Voilà. Donc je vous mets ma bibliographie et je vous remercie grandement pour votre écoute. Merci Damien, des questions. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. J'attendais un petit peu votre dernière phrase. On a quand même 25% des personnes qui présentent une incontinence. Et on voit un peu dans la littérature que les femmes qui ne poursuivent pas leur séance postpartum vont faire augmenter de manière très importante ces incontinences. Et du coup, c'est presque un enjeu de santé publique que vous êtes en train de parler. Donc vous l'associez évidemment avec du BPCO qui vont entraîner un abaissement du diaphragme extrêmement violent et qui vont pousser finalement sur la vessie. Mais quelque part, on va peut-être beaucoup plus loin dans votre sujet et ça pose tout un problème, enfin pour moi, de la prise en charge postpartum. Est-ce que vous pensez la même chose? Qu'est-ce que vous en pensez? 30% des femmes ayant eu un enfant, 30% des femmes ayant eu un enfant, on monte tout de suite le chiffre de 25 à 30%. À partir du moment où on a eu des enfants. Ça veut dire que le suivi il est mal fait. Ou pas fait. Ou pas fait. Maintenant, elles sont plus précises. Non mais je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que j'ai changé un peu la fin de mon diaporama par rapport notamment à octobre pour vraiment parler et sensibiliser sur ces problèmes d'incontinence parce que au fur et à mesure que j'ai creusé la littérature, on tombe sur beaucoup de facteurs de risque notamment chez la femme liés à tout ce qui est grossesse, accouchement, par voie basse, etc. Et très très peu de personnes finalement qui sont adressées pour des séances d'incontinence, enfin pour des séances de rééducation périnéale notamment. Et donc c'est tout l'enjeu un petit peu de cette présentation aussi, c'est de vous présenter ces problèmes-là et de vraiment rediriger vers ces professionnels ou alors de vous spécialiser là-dedans. C'est quelque chose de très passionnant, donc vous pouvez aussi vous spécialiser en rééducation périnéale. On a une question, Rick. Merci pour votre présentation. 341 patients sur 4 ans, je trouve ça très très bien, très impressionnant. C'est souvent le problème que l'on a, ce sont les tailles d'échantillons. À partir du moment où vous avez une telle taille d'échantillon, est-ce que vous avez des données type, ou alors je les ai ratées, la moyenne et surtout l'écart type d'âge de la population?
Ou là, avec les questions dans la suite, la question claire, répartition homme-femme avec par enfant, est-ce qu'il y a des traitements comme ça qui sont prévus derrière? Parce qu'à partir de 341, on peut commencer à bosser sérieusement quand même. Et là, les questions qui sont posées trouvent peut-être leur réponse, peut-être dans des tri croisés, dans des choses comme ça. Alors du coup, au niveau de la population, on est au niveau de la moyenne. Alors c'est des analyses que je suis en train de faire et il faut écrire le mémoire aussi à côté. Donc. Mais au niveau de la moyenne, on est autour de 60 ans, quand même. Et par contre, au niveau de du ratio féminin-masculin, on est vraiment à 50-50. Donc on est sur une population qui est masculine et féminine, mais par contre 75% d'incontinence qui est plutôt au niveau des femmes. Ce qui n'est pas ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la littérature, puisqu'en général, dans la littérature, on retrouve plutôt un x2, et là, on est presque sur un x3 de personnes. Oui, bonjour, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre les prostatectomies et la BPCO. C'est une bonne question. Vous avez exclu les patients qui ont subi l'ablation de la prostate, et je voulais savoir si dans les patients BPCO, on avait beaucoup de ces patients qui étaient représentés ou pas. Honnêtement, je n'ai pas lu de papier là-dessus. J'ai pas vu ça dans la littérature. Je sais pas, je vais prendre. J'ai vraiment pas trouvé ce genre de données. En tout cas, j'ai pas non plus cherché jusque-là. Mais ça pourrait être intéressant de faire une petite recherche sur PubMed, effectivement, sur ce sujet-là. C'est vrai que quand j'ai vu l'étude sur 98% d'incontinence après une prostatectomie, je me suis dit c'est déjà énorme, mais je sais pas au niveau de la BPCO s'il y a vraiment un lien entre cette prostatectomie ou pas. Attendez, vous êtes... Oui. Et oui, comme c'est évoqué aussi le tabac aussi qui est un facteur de risque et qui est beaucoup retrouvé dans la population BPCO. Donc il y a sûrement un lien effectivement. Est-ce que c'est pas un risque de se débarrasser quand même d'une partie de la population qui est quand même importante? Du coup, honnêtement, sur le nombre de patients qui ont été inclus dans l'étude, ça doit représenter, enfin qui n'ont pas été inclus, donc pour ce critère-là, ça doit représenter peut-être 15 patients sur 341, donc c'est un chiffre qui était assez faible finalement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Alors, j'ai une toute dernière question, là-bas, je suis désolée, on va devoir s'arrêter. J'ai voulu intervenir parce que, comme elle a dit mon collègue tout à l'heure, les changements étaient très importants, mais je ne sais pas si vous avez aussi pris en considération pour la conscience urinaire, je ne sais pas, parce qu'en fait, pour les femmes, le fait d'accoucher en basse et césarienne, ça change vraiment les résultats. Pour ça, je ne sais pas si vous avez pris en considération ou pas. Alors du coup, oui, on peut le faire quoi. La flamme olympique. Alors du coup, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte au départ de l'étude et on a essayé de l'ajouter ensuite dans l'étude puisque c'est un facteur de risque fort par voie basse d'incontinence urinaire. Cependant, ça n'a pas pu être fait pour beaucoup de patients et c'était pas dans les questions de base pour l'inclusion. Et donc on a très très peu de données, c'est sur même pas 20 patients, donc on ne pourra pas exploiter malheureusement. Mais c'est vrai que le nombre de facteurs de risque est très conséquent et donc c'est difficile de pouvoir tout prendre en compte. Très bien, merci Damien. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il est vraiment...